Là. Salut. Alors j'ai un souci, j'ai paumé mon trépied. Bah voilà, je l'ai paumé, c'est un peu le bordel ici aussi. Il était là, il y est plus. Toujours est-il que bienvenue à tout le monde. Il est 2 heures du matin, je sors du cinéma et ce soir, je vous cause de ça. Voilà, j'ai mis le chronomètre que je vais mettre là parce que c'est toujours un petit peu la galère. J'ai paumé mon trépied, donc là en fait l'appareil photo, je filme toujours avec mon appareil photo, il est posé sur une boîte de patins à roulettes. Mais en dehors de ça, il va y avoir un petit peu de changement plus tard dans la formule de la vidéo. Ça va être remplacé par quelque chose de plus grand et plus interactif. Et je tiens compte de ce qu'on me dit, il n'y a plus mon horrible fond jaune derrière avec le mur, avec les moulures. Il y a quand même un coussin qui m'embête. Hop là. Donc, le vent se lève de Hayao Miyazaki. Alors, c'est triste, mais pas à cause du film. C'est triste parce que malgré tout l'amour que j'ai pour Miyazaki, c'est quand même un enfoiré de vieux con qui a sa phrase un petit peu là qui sort dans son film. On est à un pic de créativité 10 ans dans sa vie. C'est une idée à laquelle je n'adhère absolument pas. Et très certainement que monsieur pense avoir atteint son pic de créativité, prend sa retraite, avec un film que je pense il devait brûler de nous montrer, parce qu'on j'ai un peu le sentiment que c'était un projet qui finalement finit par voir le jour. Mais c'est un peu particulier. C'est-à-dire que je suis sorti de là un peu, donc oui, c'est triste parce que Miyazaki prend sa retraite. Oui, je me gratte en même temps, c'est très, très classe. Il prend sa retraite, voilà, apparemment c'est l'ultime, c'est marqué dans toutes les pubs, voilà, c'est l'ultime. Et ça me gonflait déjà dans la bande-annonce où, bon, on a beaucoup d'images de la guerre, on a beaucoup d'images un petit peu romantiques et tout ça. Et c'était la première fois qu'en voyant une bande-annonce, je me suis dit, tiens, un Miyazaki qui va me faire chier. Alors, j'irai pas jusque-là, c'était très intéressant, mais il manque un truc qu'il y avait là dans toutes les productions de Ghibli. Il y avait le côté onirique, le côté féerique. La personne avec qui j'étais parti au cinéma m'a dit ce mot, c'est le désenchantement. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce que j'ai marqué moi? Oui, c'est ça. On a l'impression que ce film, c'est un grand soupir de Miyazaki. Euh, on a l'impression qu'il est en train de lâcher la vapeur, quoi. Il nous a donné des choses qui étaient toujours décalées, même dans ses films les plus entre guillemets terre à terre. Donc je ne parle pas de Princesse Mononoke, du voyage de Chihiro, de La Piuta, je ne parle pas du château ambulant. Je parle des choses comme par exemple
Mon voisin Totoro, qui quand même, malgré le côté, la forêt, le gros monstre, était quand même très terre à terre. Comme pour Corosso, par exemple, il y avait toujours un petit décalage. C'est-à-dire qu'il y avait toujours la magie Miyazaki, un monstre, le mec il a une tête de cochon, il y avait toujours quelque chose d'ironique, de poétique, et donc très, très Miyazaki. Alors je vais pas dire qu'il n'y a pas de magie dans ce film, si, ça se traduit même au travers de l'image, mais non seulement j'ai l'impression que c'est un film qui était sur les planches depuis un moment et qu'il a choisi de le sortir à la fin, vraiment l'ultime truc, parce que ça aurait fait peut-être un gros décalage entre deux films très, très oniriques, mais aussi, quand on en sort, on a un peu l'impression que ce mec il s'est réfugié dans un monde tout à fait délirant qui est le sien, parce que le monde réel le déçoit. On a vraiment, enfin c'est toujours assez subjectif ce que je raconte, mais j'ai vraiment eu ce sentiment-là de quelqu'un qui a raconté donc quelque chose d'assez biographique finalement. Et oui, parce que le héros, je suis sûr qu'il lui ressemble. Je suis sûr que Miyazaki a eu cette enfance-là. Je suis sûr qu'il a vécu dans une maison relativement grande, qu'il était passionné. Bon, ça c'est sûr. Il était passionné d'aéronautique. D'ailleurs, ça se voit dans tous ses films. Je suis sûr qu'il a eu des revues qui étaient sans doute parfois dans une autre langue qu'il a dû traduire. Je suis sûr qu'il a eu une petite sœur aussi agaçante ou un petit frère que celle qu'il a. D'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un. Donc oui, en plus le héros est binoclard, un peu à part, un peu geek. C'est vraiment un geek de l'aéronautique, ce mec-là. Et donc oui, c'est un truc, je pense, très biographique qui va marquer donc la fin de l'ère Miyazaki des studios Ghibli. Là aussi où je vais dire que c'est assez triste, hors du contexte de l'histoire, il y a eu deux polémiques qui se sont faites au travers de ce film. Des choses un peu... Enfin, c'est la honte quand même. La première, il faut savoir qu'il y a le 9e article de la Constitution japonaise depuis la fin de la guerre 45. C'est sous l'occupation américaine, donc les Américains, après les événements de Hiroshima et Nagasaki, leur ont fait signer la nouvelle constitution japonaise, qui leur interdit, selon l'article 9, de se militariser. Ils n'ont aucun droit de se défendre militairement, ni d'attaquer, donc aucun droit de déclarer la guerre à qui que ce soit. Et c'est encore d'actualité. Apparemment, le Premier ministre japonais essaye de faire abroger cet article de la Constitution, et beaucoup de personnes s'y sont opposées, oui c'est français, s'y sont opposées, dont Miyazaki, qui, c'est évident, est anti-guerre. Je pense que c'est un... J'ai pas vérifié les dates, mais je crois savoir, c'est un souvenir lointain comme ça, que ce mec a vécu son enfance durant la guerre ou durant certains bombardements. Et donc il est resté très très marqué. Peut-être que j'ai dit des bêtises par rapport à la guerre, donc il faudra que je vérifie, mais j'ai entendu dire ça. Je voudrais pas raconter de bêtises non plus, j'en dis déjà assez. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Oui, et donc on reproche au Japon, entre autres personnes, on reproche à Miyazaki son côté anti-patriotique, anti-Japon finalement, par le fait que ce monsieur est un pacifiste déclaré. Entre autres au travers du film. Donc en fait finalement ce film va sans doute avoir des meilleures réceptions en Occident qu'au Japon, puisque ici, oh là là, le grand Miyazaki, dans mon actu à moi, il y a tout un chambardement par rapport à ce film. La deuxième polémique aussi, vraiment là, c'est effrayant. Il est reproché à Miyazaki de faire l'apologie de la guerre. Et c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression que énormément de gens prennent les choses au premier degré. Moi, ça me fait très peur parce que c'est quand même un mec qui... Bon, ce film a pour thème la guerre, c'est évident.
mais il n'en fait absolument pas l'apologie. C'est finalement juste une toile de fond. Le personnage répète constamment que il veut faire des beaux avions, il veut pas faire des armes. Et quand on voit Miyazaki qui est capable de montrer donc le succès du prototype, parce que c'est l'histoire de l'inventeur du chasseur zéro, le succès du prototype, et ensuite les conséquences où on voit une ville dévastée, un incendie, et comment dire, le tout sur une superbe musique très cool, très gentillette, très mignonne. Ça pourrait être une musique d'histoire d'amour sous les cerisiers en fleurs. C'est une ironie tellement flagrante que j'ai du mal à comprendre à quel point comment on peut prendre ça au premier degré, quoi. L'apologie de la guerre, enfin vraiment, je ne pige pas. D'autant plus que je pense qu'il faut voir ce film avec beaucoup de recul, quoi. C'est-à-dire que effectivement, on parle des Japonais qui étaient du mauvais côté entre guillemets des belligérants sur les deux blocs qui se sont opposés durant la Seconde Guerre mondiale. Et il a cette intelligence, puisque comment dire, Jiro, le héros, je ne sais plus son nom de famille, est amené à rencontrer des Allemands. Et ces gens-là ne sont pas présentés comme des nazis. Alors effectivement, on a des Ariens, on a des grands blonds aux yeux bleus, effectivement, on a des gens relativement agressifs, puisqu'ils sont en train de planquer leur technologie, et en même temps en train de leur vendre, etc. Mais on a affaire à un Italien, on a affaire à des Allemands. Il n'est même pas question de nazis. Le seul moment où on parle de nazis, c'est pour dire que ce sont des chiens enragés et des connards, des imbéciles. Oui, j'ai dit des gros mots, mais désolé. Donc, non, j'ai vraiment du mal à comprendre les polémiques qu'on peut faire là-dessus. Ça me fait penser aux polémiques de Disney par rapport au fait d'avoir une femme noire dans un Disney qui faisait, je sais plus, elle devait être femme de chambre, et il y a des ligues, comment dire, anti-racisme qui se sont lancées, alors que bon, c'est entre guillemets historique, quoi. Donc là aussi, on a eu des Japonais qui ont pris des technologies à droite à gauche, effectivement, c'est arrivé. Et donc, toutes les polémiques, enfin j'ai un peu de mal à piger tout ça. Je vais arrêter avec l'effet polémique, et je vais reprendre mes notes, parce qu'en fait je les ai mises à côté de la caméra pour pouvoir vous regarder quand je lis mes notes, mais c'est trop loin. Donc, hop, ma grosse tête, je récupère mes notes. Voilà. Et ben voilà, en fait, je suis dans les temps, c'est super. Toujours est-il donc que c'est un film triste. En fait, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce film, mis à part qu'il est bien, qu'il faut y aller, qu'il a des longueurs, et que, à mon sens, c'est pas son meilleur. Mais bon, avec Miyazaki, je suis un peu à côté. Beaucoup vont encenser des titres comme Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, qui sont très bien. Pour moi, c'est Laputa, le meilleur des Miyazaki. Mais donc oui, je ne pense pas que c'est là le chef-d'œuvre. Je pense que c'est quelque chose qui était en attente depuis un moment. Et donc c'est très très lent, hein. Ça coule. Et c'est très étrange justement, parce que on va être à 12 minutes, prochaine minute, je coupe et je reprends la caméra. C'est très étrange puisque en fait on a droit à des séquences un peu émotionnelles, mais un peu comme je parlais de la poésie japonaise dans l'article sur Albator, ça va tout passer comme une rivière qui coule lentement le long des ruisseaux, des cerisiers en fleurs, de ce que vous voulez. C'est triste, mais en fait on s'en fout. C'est ça qui est terrible. C'est juste un passage de vie d'un mec, de son enfance à son succès. Et finalement, il va lui arriver des trucs. Dans les Miyazaki, c'est toujours un peu lent, et puis des fois, on a quelque chose qui va exploser. On a des avions qui vont se tirer dessus dans Laputa. On a les loups qui vont attaquer dans Princesse Mononoke. On a des fois des séquences. Là, la seule séquence un petit peu forte qu'on a, c'est quand Jiro revient voir sa femme pour une raison quelconque. Il y a une petite émotion là-dedans, une grosse d'ailleurs. Mais
ça, ça passe quoi. C'est pas le propos, c'est là, mais ça ne devrait pas y être, et ça y est quand même. C'est très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, il ne nous berce pas ce film, et c'est un manque que je trouve dans les Miyazaki. Je vous reprends tout de suite, je coupe la caméra. Alors, bah oui, hein, toujours, il faut que je coupe tous les quarts d'heure d'enregistrement, et je préfère être large. Donc oui, je disais, on a des séquences un peu émotionnelles, mais qui sont complètement étouffées par le flegme un peu du personnage, des personnages. Et la manière dont ça se fait, toujours, des moments où des personnages doivent exploser, finalement, ça... Non, non, on ne verra rien de ça, on a des ellipses, on a... Il n'y a ni chagrin, ni joie, ni pleurs finalement dans ce film, on n'a que le travail de cet homme et la manière dont il a conçu son avion. Et c'est vrai que je suis un peu dubitatif par rapport à tout ce que nous avait servi Miyazaki avant. Finalement, les seuls moments un peu fous sont les rêves qu'il fait, où il retrouve un ingénieur au travers de ses rêves. Et même là, c'est tellement, pour un truc avec des avions, c'est tellement terre à terre que, que c'en est un peu décevant, quoi. C'est pas que j'ai pas aimé ça, mais je pense qu'on aurait pu en attendre plus. Je pense aussi être passé à côté de quelque chose. Je pense que j'ai pas compris quelque chose, ça c'est évident, mais c'est sûr que c'est pas la même soupe qui nous sert depuis 10-15 ans, et j'étais en attente d'autre chose. Donc allez voir ça sans vous imaginer voir un Princesse Mononoke, un voyage de Chihiro. Vous n'allez pas rêver autant, mais vous allez quand même passer un bon moment puisque ça reste un bon film. Mais j'ai eu l'impression de regarder Arte pendant un moment. Je suis désolé s'il y en a qui aiment ou qui aiment pas Arte, mais c'était comme ça. C'était très très étonnant. Je vais arrêter parce que je vais me perdre dans des mots des très très étonnants pendant un quart d'heure. Je vais surtout parler de l'image, où là encore, euh, je vais surtout parler de la palette de couleurs, où les seules choses vives finalement sont soit les moments d'ouverture. À un moment donné, le personnage au tout début prend un avion dans la grisaille, il monte dans son avion, il décolle, et là le soleil va s'ouvrir et va faire éclater l'herbe verte de la prairie, quoi, tellement, enfin, ça flash tellement sévère. Et c'est soit ça, soit la guerre. On a des couleurs vives, ça va rester le feu, le rouge feu, ce genre de choses. Pour le reste, tout va être un petit peu terne. Je pense que c'est voulu quelque part pour donner un côté authentique. Je pense d'ailleurs, en y réfléchissant, que on est dans la même gamme de couleurs que des choses comme Mon voisin Totoro. Quoique Mon voisin Totoro c'était quand même un peu plus coloré dans mes souvenirs. Faudrait que je revoie quand même mes classiques. Il faudrait que je retrouve mes Miyazaki. Donc oui, non, les couleurs restent comme ça, grises et ternes, mais donc on est dans un contexte historique, toujours des idées de couleurs complémentaires. Par exemple, c'est pas pour rien qu'il nous a mis donc un joli ciel bleu, une jolie herbe verte couleur froide, avec la jeune fille toujours en couleur chaude. Elle aurait pu être en robe blanche, hein, elle aurait pu être en robe bleue, mais non, elle est en robe jaune, chaude, parce que donc ce sont des choses qui sont amenées. Je pense encore à un truc, je parlais des Allemands tout à l'heure, c'est d'autant plus compréhensible que Miyazaki, par exemple, il y a un personnage, il y a des archétypes, il y a le personnage du supérieur hiérarchique qui est tout petit, avec des lunettes, il a toujours l'air de faire la tronche. Ce genre de personnage où on ne sait jamais s'ils sont heureux, impressionnés ou pas, ils sont toujours comme ça, les sourcils froncés. Et il est au début présenté comme un mec très strict, très énervant, très... Et finalement, c'est un bon gars. Donc, c'est pour dire, oui, on pourrait avoir l'a priori de penser que, voilà, tel perso est un connard,
et que non, l'autre il fait l'apologie de la guerre et tout ça, mais c'est vraiment une invitation à s'attarder quand même sur les choses, sur ce qui se passe. Euh, donc oui, non, je suis encore bloqué sur la polémique là, c'est assez effrayant. Donc je vais revenir un peu par rapport à l'image. Fait intéressant, il faut savoir, je vous avais parlé de gauche-droite dans l'ancienne vidéo, donc là, vous êtes par là, donc la droite pour vous. La droite, c'est l'avenir, c'est voilà, je vais partir en voyage, donc je pars vers la droite et je me reforme, je retourne sur moi-même, je vais partir sur la gauche, le passé, l'avenir. Il faut savoir donc que au Japon, enfin, cette histoire de gauche-droite, c'est lié au sens d'écriture. En Occident, on va écrire de droite à gauche, de gauche à droite. C'est l'inverse au Japon. Ce qui fait que ça aussi c'est inversé. Et donc, dans la scène d'ouverture où le héros prend un avion, qui donc va amener vers le film, et ben tout va être tourné vers la gauche. Si vous regardez le film, je vous invite à trouver les détails comme ça, qui, bon, peut-être pas sur tous les plans bien sûr, mais parfois sur les plans qui ont du sens. On est amené donc à voir des choses comme ça, gauche-droite, c'est inversé. Je voulais aussi parler, ça sera peut-être la dernière chose dont je parlerai. Oui, j'ai pas grand chose à dire de Miyazaki, c'est peut-être le signe que ça m'a plu finalement, parce que c'est toujours quand on a des choses à reprocher qu'on est inspiré. C'est la ligne claire, donc Miyazaki, il travaille de cette manière, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui a des choses dans la tête. Le soir, en buvant son thé au jasmin, au thé vert, ou ce que vous voulez, c'est un cliché, ce que je raconte, mais il a son équipe, enfin comment dire, il va faire des aquarelles, il va faire les plans de son film, et il va donner les aquarelles à son équipe qui vont se charger d'animer ça, il va leur donner des directives, mais donc il travaille comme ça, en aquarelle, qu'il va présenter à son équipe. Et ce type là a toujours beaucoup travaillé dans la ligne claire. Dans la ligne claire, et c'est pour ça que j'en parle, on en voit surtout dans Tintin. C'était la technique utilisée par Hergé. C'est-à-dire qu'on a toujours des lignes à la plume très, très fines et très, très clean. Ici, c'est flagrant dans ce film. Et donc, si vous allez voir ce film, vous verrez à un moment donné, ils sont dans le héros est dans un hôtel. C'est fou comme cet hôtel, avec tous les personnages, ressemble à Tintin au Tibet, au début, où lui-même est dans un hôtel. Et il y a des personnages qui sont là, qui ont des grands pifs, qui ont des mentons, des tronches pas possibles. C'est vraiment... Ça m'a vraiment fait penser à Tintin. Surtout aussi dans beaucoup de scènes de train qui étaient là. Je vais revenir sur les scènes de train, toujours par rapport à l'enfance de Miyazaki. Moi, je suis sûr que, surtout au début, il y a un tremblement de terre qui se passe. D'ailleurs, c'est très beau parce qu'on a une espèce de parallaxe, mais vers nous, vers la profondeur, avec les maisons qui vont sauter les unes après les autres. C'est assez intéressant à voir. Toujours est-il que Miyazaki, je suis persuadé, sachant cette technique où il fait des tableaux finalement qu'il présente à son équipe, toutes ces scènes où on voit une ville avec un tramway qui a du mal à avancer entre les personnes, je suis sûr qu'il l'a vu. Je suis persuadé qu'à un moment donné dans son enfance, il a vu ça et ça l'a marqué. Et cette scène l'a marqué et il a sans doute peint ça en disant ouais, et là il y avait un tuyau qui fuyait de telle manière et ça faisait des petites coulées d'eau. Là, il y avait l'horizon enflammé et ce genre de choses. Ou alors, il y a des choses qui l'ont marqué, mais ça a l'air tellement réel en fait. Oui, c'est ça. C'est tellement détaillé, c'est tellement impressionnant et ça a l'air vraiment tout droit sorti d'un documentaire en fait. Bon, bien sûr, c'est un dessin, mais dans la composition, dans la mise en scène, on dirait presque des images de journaux animées. Je pense surtout à ce plan du tramway qui a du mal à avancer. De toute façon, quand vous le verrez, vous saurez de quoi je parle. C'est à peu près dans les 10 premières minutes de film. C'est assez intriguant donc de voir ça.
Je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai déjà beaucoup dit. On est quand même à 23 minutes. Il faut aller voir Le vent se lève. Je me suis emmerdé à apprendre le nom du film en japonais. Kaze Tashinu, voilà. Je l'ai dit, je l'ai au moins dit. Donc il faut aller voir Kaze Tashinu. Parce que si c'est l'ultime, et ben allez le voir. Peut-être pas au cinéma, hein, n'allez pas penser que. Enfin, on va pas aller faire marcher le marketing qui dit c'est l'ultime, c'est marqué là, hein, c'est l'ultime chef-d'œuvre, attention. Mais regardez-le, ça reste quelque chose de très intéressant. Mais pour moi, ça ne sera pas un souvenir impérissable. Bonne soirée, amusez-vous bien, et puis à la prochaine vidéo.